parce qu'ils peuvent fournir ça. Vous voyez, ces repérages précis sur quels sont les termes de marchandage jusqu'auxquels on peut aller dans la fixation de la rémunération, ce sont ces intermédiaires et ce ne sont pas les employeurs qui le maîtrisent. D'où l'importance de ces intermédiaires techniques entre employeurs d'un côté et exécutants de l'autre. Donc le terme de tâcheron, le terme de pourrion, le terme de contremaître sont des termes qui désignent encore à ce moment-là des personnages centraux dans les mondes du travail. Ils le font en obtenant leur proportion des gains effectués. Ils vont se faire bousculer par les ingénieurs. Les ingénieurs vont dire nous pouvons connaître encore mieux que eux. Donc il va y avoir pendant très longtemps une rivalité entre porion, contremaître, tâcheron, etc. et ingénieurs sur qui est le mieux placé pour organiser le travail des exécutants. Quels sont les arguments des autres, quels sont les arguments des uns. Donc les uns diront nous connaissons le métier, les autres diront nous pouvons l'analyser. Nous ne le connaissons pas, mais nous pouvons le quantifier, l'analyser. Et donc cette rivalité va être celle du 19e en grande partie. Mais en tous les cas, il y a un combat syndical très fort contre ces intermédiaires du travail. Blessures, usures, dégâts du travail, c'est une problématique transversale sur laquelle les frères Bonnef ont une sensibilité particulière. Alors je l'ai dit, je me répète, je vais essayer de ne pas me répéter de façon trop longue. Toute une série de syndicats sont sensibles au risque du travail. C'est quelque chose qui ne va pas de soi, parce que de façon traditionnelle, héritée jusqu'à la fin du XIXe siècle, la rémunération du travail est censée intégrer les risques. C'est-à-dire que ceux qui recourent au travail d'autrui, les fabricants, les négociants, les patrons, disent on paye tant, mais on paye tant parce que quelqu'un a le risque de ne travailler que 15 ans de sa vie. Après, il sera sans doute incapable. Donc on le paye plus. On prend en compte la rémunération. Par exemple, les verriers sont payés nettement, et dans la sidérurgie d'autres sont payés cher parce que il est convenu qu'ils ne pourront pas travailler très très longtemps puisqu'ils vont être handicapés dans quelques temps. Donc on les paye beaucoup. On intègre donc dans la rémunération les risques. Quand il s'agit d'accidents, il y a aussi d'une certaine façon ce discours qui est tenu. Et par rapport à cela, les travailleurs ont une position un peu ambiguë parce qu'à la fois ça leur permet d'avoir une rémunération importante et à la fois ils sentent bien que quand le risque survient et qu'il se concrétise, on perd beaucoup plus que ce qui a été donné en supplément. Un couvreur qui tombe du toit, pour reprendre l'exemple de Zola, il perd beaucoup plus. Donc il y a ambiguïté parmi les travailleurs, certains qui disent « moi de toute façon je suis un malin, je me blesserai jamais, donc j'accepte », et d'autres qui disent « ça n'est pas acceptable, travailler comme ça c'est trop dangereux, je ne le fais pas ». C'est des débats incessants entre travailleurs dans le monde du travail. Et les syndicats sont pris par ces ambivalences. Et donc certains se battent, d'autres se battent moins. À certains moments les syndicats se battent, à d'autres moments ils se battent moins. Parce qu'ils sont un petit peu liés à l'ambivalence des relations que les ouvriers, les ouvrières, les travailleurs de façon générale ont sur cette question-là. Et eux, les frères Bonnef, n'ont pas d'ambivalence. Le danger, c'est inacceptable. La dégradation de la santé à petit feu, c'est inacceptable. Donc ils ont un point de vue de quelqu'un qui n'est pas pris. Ils ne sont pas eux-mêmes ouvriers. Ils n'ont jamais été pris par cette complexité de positionnement et ces balancements de positionnement. Donc ils dénoncent tout ce qui leur semble à dénoncer, être à dénoncer. Et cela donne donc une clarté dans leurs observations, une clarté dans leur reportage, une acuité dans leur repérage de ce qu'ils considèrent comme inacceptable, qui n'est pas fréquente
dans les descriptions du monde du travail. Il dénonce aussi les faiblesses de l'administration sur cette question-là. Voilà, et puis les ambiguïtés, les arguments aussi qui sont mobilisés par ceux qui ont des positions flageolantes, ambiguës, changeantes sur ces choses-là. Donc c'est particulièrement intéressant sur ces secteurs de la santé, de la défense de la santé des travailleuses et des travailleuses aussi, y compris des travailleuses à domicile. Ils ne s'occupent pas que des ouvriers d'industrie, ils s'occupent de tous, et notamment des plus fragiles. Donc les enfants, les femmes et aussi les ouvriers sont regardés aussi par la fragilité dans laquelle leur corps et leur personne est mise dans les situations de travail. Situation de métier, situation sans métier, ça me semble être une distinction extrêmement forte, majeure à l'intérieur du monde du travail. Et pas toujours soulignée avec l'acuité. Et je pense que justement, je m'appuie sur l'exemple que j'ai développé de la verrerie, mais qu'on peut développer, amplifier sur toute une série d'autres secteurs des mondes du travail pour montrer à quel point il y a une distinction majeure qui est faite dans le fait que dans certaines activités, les personnes qui les effectuent s'appuient sur des savoir-faire, des compétences, pour prendre un vocabulaire 21e siècle, reconnu, estampillé quelquefois, c'est-à-dire labellisé, et que d'autres ne disposent pas de ça. Donc j'ai un peu déconstruit la non-qualification féminine, sur laquelle je ne reviens pas, mais cette structuration est une structuration extrêmement forte dans l'ensemble du monde du travail. Ça donne aux uns donc des sollicitations patronales, des protections patronales, des avantages de salaire, de rémunération indirecte pour les uns, et ça donne au contraire la relégation dans le minimum strict pour les sans-métiers, qui sont traités de façon extrêmement brutale et placés de façon fréquente dans une précarité complète. Ça se trouve aussi dans les modes de rémunération. Les gens de métier sont souvent payés à la tâche, à proportion. Tout ce que j'ai dit sur la rémunération en proportion de l'ouvrage vaut beaucoup pour les gens de métier. Pas uniquement, mais beaucoup. Alors que les gens les plus fragiles, les gens qui n'ont pas de métier reconnu, qui sont de la main-d'œuvre abstraite et relativement indistincte, sont souvent payés au temps. On les emploie pour une demi-journée, pour une journée. Donc le salaire au temps est fréquemment, pas toujours, pas absolument toujours, mais très fréquemment, un signe de position extrêmement fragile et précaire. Parce qu'on paye pour des durées extrêmement limitées. On embauche le matin pour la journée des gens qui vont servir d'aide à des ouvriers qui, eux, sont payés à proportion de ce qu'ils produisent. Donc, avec ces gens sans métier, on illustre le volet précaire, fragile, miséreux d'une partie du monde du travail. Tandis que les autres, en plus de ce que j'ai indiqué, les gens de métier réussissent eux-mêmes souvent à créer des associations de solidarité, d'entraide, avec des caisses d'entraide. Quand ils créent des syndicats, ils refusent parfois que les gens sans métier soient admis dans les syndicats. Parce que ces gens sans métier contribuent à faire baisser les salaires. Donc il ne faut pas admettre dans les syndicats, disent quelques syndicalistes, une partie du monde syndical, il ne faut pas accepter par exemple les femmes dans les syndicats, non pas parce qu'elles sont de sexe féminin, mais parce qu'elles sont mal payées. Elles pourraient contribuer à faire baisser. Donc ils prennent les conséquences de la structuration du monde du travail pour la cause. Et les frères Bonnef insistent lourdement dans leurs articles sur le fait que le syndicalisme doit systématiquement s'ouvrir aux femmes comme aux hommes.
Donc il y a là aussi, ce ne sont pas les seuls, il y a des syndicalistes qui pensent la même chose et qui se battent pour la même chose, mais si vous voulez, il y a dans les débats internes à ce monde du travail un positionnement particulier qui est intéressant. Donc là, je suis en train de passer des gens de métier aux gens sans métier. Les femmes en sont un exemple particulier. Il y a une deuxième catégorie particulière, les étrangers. Je n'en ai pas du tout parlé. Et les frères Bonnef ne sont pas lourdement attentifs à ces étrangers. Il faut dire que la qualité d'étranger n'est pas aussi marquée qu'aujourd'hui. La structuration avec carte de séjour, etc., tout ceci n'existe pas. Donc les étrangers sont des gens, bien sûr, des gens qui viennent d'autres pays. Parfois, il y a des conflits internes au monde du travail entre Français et étrangers, mais c'est beaucoup moins structurant qu'aujourd'hui. Il y a quand même deux types de travailleurs étrangers auxquels ils font attention. D'abord, des réfugiés d'Europe centrale qui fuient des pogroms, qui fuient des répressions très brutales et qui sont plutôt des artisans qui travaillent dans la confection, les tailleurs dont je parlais tout à l'heure, et qui se trouvent donc, comme aujourd'hui dans la confection française, dans une situation de grande fragilité, parce que, bien qu'ils aient un métier, ils ne peuvent pas le faire valoir sur la place publique. Souvent, ils sont dans des positions de clandestinité ou en tous les cas de non-légitimité qui les empêchent de faire valoir leurs compétences de métier. Et ils prennent ce qu'on leur donne au prix qu'on veut bien décider de leur donner. Donc, ils vivent souvent dans la misère. Et puis, il y a d'autres étrangers qui viennent travailler dans la grande industrie, l'industrie lourde, la mine, la sidérurgie, et qui sont recrutés par des organismes de recrutement qui font venir d'une façon ou d'une autre, sous une forme ou sous une autre, ces travailleurs-là de leur pays. Ça peut être l'Espagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie, et on voit, j'en parlerai si j'arrive à ne pas manger trop de temps, la Normandie et les Chinois. Et puis il y a les vieux, j'en ai parlé, je pense que c'est vraiment très important. Dans le monde ouvrier, la vieillesse et l'entrée dans la précarité. La seule chance de ne pas tomber dans la misère quand on est vieux, c'est d'être en famille. Donc c'est la famille, la famille ouvrière, le cadre familial et la mise en commun des ressources à l'intérieur de la cellule familiale, de l'entité familiale qui permet, si possible, de retarder l'entrée au travail des enfants, si possible aux femmes de ne pas accepter à n'importe quel prix l'ouvrage, et si possible aussi aux vieux de continuer à aider tant qu'ils le peuvent, sans basculer dans la misère. Sinon, c'est l'hospice. Sinon, c'est la misère. Pour les hommes, en tous les cas. Et pour les femmes, je l'ai dit, espérer travailler pour une proche. Mais les descriptions qui sont faites sont des descriptions assez proches de la misère. Donc la cellule familiale, le terme n'est pas très bon. En tous les cas, l'entité familiale est une donnée extrêmement forte, majeure, de l'organisation des milieux ouvriers, des milieux populaires de façon générale. Et elle n'est pas tellement vue, et je trouve que c'est important de recentrer cela et de toujours vous interroger quand vous avez des documents sur quelle est la situation familiale des personnes dont on parle. Et quelle est leur position à l'intérieur de la famille. Le chef de famille a une position décisive, non pas seulement pour les questions de droit, mais d'abord parce que le salaire qu'il rapporte est en gros, par tradition, 2 fois plus important que celui de son épouse et que celui du père, de son propre père, c'est-à-dire du grand-père. L'apprentissage est donc un sujet sensible sur lequel les mondes ouvriers, les mondes d'entreprise
sont en concurrence pour savoir qui maîtrise la labellisation des compétences acquises. Est-ce que ce sont les corporations ouvrières, les syndicats ouvriers? Est-ce que ce sont les employeurs qui décernent la qualité de personnes de métier, de personnes maîtrisant le métier? Il n'y a pas de diplôme d'État. C'est en 1919 seulement que l'administration d'État va mettre en place le cadre légal pour la délivrance de certificats d'aptitude professionnelle. Mais jusque-là, la qualification de métier est une prérogative en controverse entre force patronale et force syndicale. Et, donc quelque chose à quoi on ne pense pas. Qui décide que tel métallurgiste maîtrise son métier? C'est un sujet controversé jusqu'en 1919 et controversé en rapport de force. Voilà, dernier élément quand même, la Normandie, à la fin de leur trajectoire de reportage, donc au printemps 1914, ces frères Bonnef se mettent à faire toute une série de reportages sur la Normandie. Et ça méritait un traitement spécifique. Donc, ce n'est pas pour vous que je parle de la Normandie, mais c'est parce que ça fait un ensemble un peu particulier dans la totalité de leur production. Et donc, il y a quelques articles qui sont des articles traitant de la production des camemberts ou du cidre, dans lesquels ils disent vraiment les patrons de ces secteurs-là sont pas convenables. Ils les payent tellement mal, ils les font travailler tellement brutalement que ces gens-là s'en vont dès qu'ils en ont l'occasion. Mais la majeure partie de leurs articles sont sur la Normandie, terre d'avenir de la grande industrie. Et ils ont un mot pour ça, ils disent la Normandie, c'est le Klondike de la France. Klondike, c'est l'endroit où, à l'ouest du Canada, je crois, on a découvert de l'or quelques années plus tôt, où il y a eu la ruée vers l'or sur laquelle Charlot a fait son film. Donc la terre d'avenir et la Normandie, c'est ça pour la France. Et ils disent, donc ils ont des articles sur les mines qui se développent, la sidérurgie qui se développe, la chimie qui se développe en Normandie, sur les investissements de grosses industries allemandes en Normandie, sur l'arrivée de travailleurs marocains, sur l'arrivée des travailleurs chinois, pour cet essor fantastique de la Normandie. Alors si je vous en parle, c'est pas simplement parce que je suis à Caen, c'est aussi parce que ça leur permet de dresser une espèce de paysage de la France de l'avenir. La Normandie, en gros, c'est la France de l'avenir. Ils ne doutent pas qu'il faut que l'avenir de la France soit un avenir industriel. Donc en termes de critique environnementale, ils sont ambivalents. Ils font des critiques parfois, mais pas là-dessus. Et par contre, pourquoi ils se battent, c'est sur le fait que cet avenir industriel avec lequel ils sont d'accord, il faut que ce soit un avenir contrôlé par le monde des travailleurs, quoi. Et qu'il ne faut surtout ne pas laisser le patronat brutal de la Lorraine ou des entreprises allemandes mettre leur empreinte sur le territoire de Normandie industrielle. Voilà. Merci beaucoup de ce panorama.